Bonjour à tous, bonjour André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme évidemment, on ne devrait plus vous présenter ici, mais tout de même, et président du groupe Gauche démocrate et républicaine de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation en cette semaine avec un ordre du jour très, très dense à l'Assemblée nationale. On parlera notamment, entre autres, évidemment, de la Nouvelle-Calédonie avec le projet de loi voté hier soir et la situation dramatique dans l'archipel. Le projet de loi agricole dont l'examen va commencer cet après-midi. Votre journée d'initiative parlementaire qui approche. Voilà, beaucoup de thèmes à aborder, évidemment. Juste un mot encore pour vous rappeler que notre rencontre est retransmise sur le site vidéo internet de l'Assemblée nationale, qu'un live tweet sera assuré par notre ami Stanislas Noyer dès qu'il arrivera. Et tout de suite, je laisse la parole à Chantal Didier pour une première question. Oui, bonjour Monsieur le Président. Oui, alors, une situation grave et dramatique en Nouvelle-Calédonie. Le haut-commissaire parle de situation insurrectionnelle. L'Assemblée en même temps vote le projet de loi sur la réforme du corps électoral. Selon vous, le lien entre les deux est-il direct ou la situation est-elle quand même plus compliquée que ça? Oui, j'ai effectivement échangé hier au soir avec les députés de Polynésie, de notre groupe parlementaire, qui sont en lien direct avec le mouvement Kanak. Et je leur ai posé d'ailleurs cette question. J'ai dit, est-ce que les actes, les révoltes, les mouvements, les incendies, les manifestations, les violences qui peuvent se dérouler aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie ont un lien avec l'évolution, donc avec le projet de loi constitutionnelle, ou est-ce que c'est autre chose? Et c'est vrai que dans les interventions du ministre de l'Intérieur, il pouvait y avoir une tendance à déconnecter le lien direct entre ces manifestations et la discussion qu'on avait à l'Assemblée nationale, comme si c'était un prétexte en quelque sorte, pour traduire une colère, pour révéler des questions sociales aussi qui peuvent se poser, comme on peut les vivre d'ailleurs dans nos quartiers, comme on l'a vécu il n'y a pas si longtemps. Ils m'ont répondu, dans les échanges qu'ils avaient, c'est qu'effectivement, il y avait un lien. C'est-à-dire, ça se manifeste de cette façon, c'est la jeunesse néo-calédonienne qui manifeste de cette façon un sentiment d'être en quelque sorte dans un cycle de maintien d'une forme de colonisation. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ça. Il ne faut pas sous-estimer ça. C'est-à-dire que la discussion que l'on a, est-ce que l'on doit l'avoir uniquement sur une approche que je qualifierais de statique sur le projet de loi constitutionnel, en considérant qu'il y a une forme de justice à élargir le périmètre électoral, en faisant, ou est-ce qu'il faut prendre en compte un processus beaucoup plus long, et j'utiliserai le mot de colonisation. Dans l'esprit, c'est ça. C'est considérer que le peuple premier de ce territoire considère que le processus de colonisation est en route, est de nouveau en route. Et d'où ces réactions qui sont des réactions extrêmement violentes qui peuvent se manifester. Et vous-même, qu'en pensez-vous? Ça, c'est l'avis des Polynésiens, vous leur dites oui, d'accord, mais oui. Vous-même pensez-vous qu'effectivement... Vous partagez. Je partage cette affirmation. Je sais que je partage complètement le fait que c'est une erreur du gouvernement aujourd'hui de faire passer en force ce projet de loi constitutionnelle. C'est une erreur parce que le processus calédonien est un processus qui existe du consensus, qui exige
une forme de sacrifice quelquefois sur des principes qu'on peut avoir. Et je pense que c'est une erreur grave, le choix qui a été fait. D'autant plus que ça s'accompagne d'une volonté de la part du président de la République d'ouvrir des discussions pour un accord global. Mais dans ce cas-là, il ne fallait pas faire voter le projet de loi constitutionnelle avant qu'il y ait une discussion qui permette ou qui essaie d'arriver à un consensus. Véritablement, je suis même très remonté par rapport à ça. Je pense que les conséquences peuvent être gravissimes. Il y a déjà eu un mort la nuit dernière, on a alerté par rapport à ça. Au nom des grands principes, on a maintenu par une espèce de ce que j'appellerais une crampe intellectuelle, une crampe mentale en quelque sorte. Le gouvernement allait jusqu'au bout. Je trouve que cette erreur est gravissime. Le processus législatif concernant ce texte, pour autant, n'est pas terminé. Gérald Darmanin a indiqué hier que, avant la réunion éventuelle d'un congrès qui serait nécessaire pour entériner ce projet de loi constitutionnelle, la main du gouvernement restait tendue. Mais vous considérez aujourd'hui que la possibilité de ce qu'on appelle un accord global avec les parties prenantes locales, indépendantistes, loyalistes, aujourd'hui ne sont plus réunies ? On regrette, on considère que ce vote est une erreur, qu'il peut y avoir un risque énorme en termes de conséquences. Je l'ai dit, je ne vais pas revenir sur ce que je viens de dire. C'est sous-estimer la répercussion que ça peut avoir en Nouvelle-Calédonie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on bloque aujourd'hui toute discussion possible. C'est-à-dire que dans la question que j'ai posée hier au gouvernement, il y avait le fait aussi qu'il y ait un groupe de contact qui puisse travailler. Il existe au niveau de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, un groupe de contact, mais qui est interne à l'Assemblée nationale. Ce qu'on demande, c'est au-delà. C'est avec les différentes parties qui peut y avoir. Oh, bien sûr, il ne s'agit pas pour nous de dire tout est perdu et tout ça. C'est pas du tout. Ça n'a jamais été la posture du groupe de la gauche démocrate et républicaine. C'est une posture qui se veut une posture pour rechercher des solutions. Et je le dis, et non pas de mettre de l'huile sur le feu, même si j'ai une appréciation extrêmement sévère sur ce qu'a fait le gouvernement hier. Les choses sont claires. Nous, on est, et notamment les députés qui sont très en lien avec le mouvement Kanak, et je parle volontairement des députés polynésiens, eux, ils sont sur un comportement qui n'est pas un comportement de mettre le feu partout. Ils sont aujourd'hui pour essayer de trouver une solution, même s'ils considèrent que le vote d'hier est une erreur. Et la solution est-elle l'indépendance pour vous ? Moi, je pense que la solution, effectivement, peut être l'indépendance, comme dans beaucoup d'autres territoires d'outre-mer. Enfin, quand on regarde la place de la France dans le monde, eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des territoires où des peuples se considèrent comme toujours des peuples qui sont, en quelque sorte, colonisés. Donc, il faut qu'il y ait une réflexion, il faut qu'il y ait une autodétermination, effectivement, des peuples. Mais si sur le corps électoral, on déséquilibre ce qu'on appelle le peuple premier pour pouvoir maintenir la domination de la France, je ne pense pas qu'on arriverait à une indépendance. Vous souscrivez à la notion de peuple premier ? Moi, je considère qu'effectivement, pour en avoir beaucoup discuté avec les députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine, c'est peut-être une évolution que j'ai eue et que le Parti communiste, d'ailleurs, plus largement, peut avoir, mais je pense qu'ils sont très, très attachés à ce qu'on respecte leur autodétermination et en quelque sorte, qu'on ne crée pas une forme de corps électoral par l'arrivée d'une population qui déséquilibrerait ceux qui ont été colonisés à une certaine époque. S'il n'y a pas d'autres questions sur le sujet, on va évoquer le projet de loi d'orientation agricole dont l'examen va commencer cet après-midi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Question générale d'abord, ce projet de loi qui a été plusieurs fois annoncé, qui est attendu par les agriculteurs, qui satisfait plus ou moins un certain nombre d'organisations agricoles. Dans son équilibre général d'abord, est-ce que vous considérez, c'est présenté comme l'une des réponses à la colère, à la crise agricole par le gouvernement, est-ce que vous estimez que, sans que le texte soit parfait, il y a en tout cas un certain nombre d'éléments qui vont permettre d'améliorer la situation des agriculteurs et de l'agriculture française? J'utilise souvent, dans les rencontres que j'ai eues depuis plusieurs semaines, où je fais pratiquement un déplacement chaque semaine pour organiser une réunion sur les questions agricoles en lien avec la campagne des élections européennes,
J'utilise souvent une image, c'est l'image, je l'ai découverte à Alès, lors d'une rencontre que j'avais, ça m'est venu à l'esprit, c'est l'image de la muleta. La muleta, vous savez, on a le rouge de la muleta qu'on agite, de façon à ce que le taureau aille dessus, et à partir de la muleta, de la cape, eh bien, on n'aborde pas les véritables sujets. Et je crois que cette loi d'orientation agricole, elle a utilisé la technique de la muleta avec l'intérêt majeur. Il y a les questions de formation qui se posent. Il y a différents sujets qui sont... La transmission des la exploitations, transmission et la tout ça, réglementation mais en matière de haies. Voilà, il y a la transmission et tout ça. Ça a d'ailleurs apporté beaucoup de solutions à tout ça, hein, sans beaucoup apporter beaucoup de solutions à tout ça. Mais les sujets essentiels sont ailleurs et ne sont pas traités ou alors sont traités indirectement. Je vais donner 2 exemples. Un sujet qui n'est pas traité, c'est celui notamment du revenu agricole, de la rémunération, parce que le ministre renvoie ce sujet-là à des propositions de loi qui vont venir. Or, chacun sait que les propositions de loi sont des propositions de loi qui ne sont pas soumises à l'avis du Conseil d'État et qui n'ont pas d'étude d'impact. Et aujourd'hui, on assiste, on le voit d'ailleurs, on y reviendra peut-être sur l'audiovisuel, à une technique gouvernementale qui consiste à renvoyer des propositions de loi, des sujets qui sont des sujets fondamentaux et qui devraient être dans un projet de loi, voire même par voie d'amendement, à déposer au dernier moment un amendement qui n'aurait pas d'avis du Conseil d'État ou d'étude d'impact. Et en ce qui concerne la question de l'agriculture, ça se pose. Sur la rémunération, il y a d'autres propositions de loi qui ont été annoncées. On ne sait pas qui les portera, mais en tout cas, ce n'est pas du tout du même calibre que d'avoir un projet de loi sur lequel on discute. Deuxièmement, il y a une façon indirecte, par exemple, de ne pas prendre à bras-le-corps des questions très importantes telles que les accords de libre-échange. C'est dans la définition de la souveraineté alimentaire. Si dans la souveraineté alimentaire, on conditionne en quelque sorte ou on accompagne la notion de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire d'assurer une sécurité alimentaire en termes de faire manger, faire manger et faire manger si possible avec une nutrition de qualité et répondant à un énorme sanitaire. Si on accompagne ça et c'est une phrase qui était dans le projet de loi et qui malheureusement risque de rester dans l'article 1er, du fait du respect des accords internationaux, ça veut dire qu'en fait on valide par la définition de la souveraineté alimentaire qui est donnée par ce projet de loi le maintien d'une politique qui est une politique de libre-échange. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est gravissime. C'est d'ailleurs un sujet de discussion qui va arriver et sur lequel c'est l'affrontement qui a eu déjà en commission. Il y avait eu en commission des amendements qui allaient dans le bon sens, qui avaient été acceptés par les ministres, qui avaient été acceptés par les rapporteurs. Et on retrouve aujourd'hui une nouvelle écriture de cet article 1er sur la définition de souveraineté alimentaire qui risque de mettre en l'air les avancées qu'on avait pu obtenir en commission. Donc il y a ce point qui, pour nous, est un point fondamental. Ensuite, c'est les insuffisances de ce texte. C'est les insuffisances, par exemple, sur la question foncière. Il n'y a pas véritablement c'est une loi d'orientation, dit-on, mais on n'est pas au cœur du sujet du foncier. On sait bien aussi présenter un fonds d'investissement qui pourrait acquérir du foncier et le mettre à disposition. Moi, je pense que la question du foncier mérite une autre approche. Elle peut d'ailleurs s'appuyer sur les SAFER, en démocratisant d'ailleurs les SAFER, parce qu'on a beaucoup de remontées négatives, mais il y a des commissions, par exemple, il y a des commissions cantonales, des commissions qui accompagnent les choix qui sont faits par les SAFER. Il faut aussi plus de démocratie dans le fonctionnement des SAFER, mais pour ma part, je pense que là, il pourrait y avoir possibilité d'acquérir des terres, de les stocker pour pouvoir faire de l'installation. Et c'est des sujets qui ne sont pas vraiment traités de cette façon-là, puisqu'on évoque plutôt des fonds d'investissement. Et vous savez, quand on a des fonds d'investissement pour acheter le foncier agricole et le mettre ensuite à disposition, c'est une approche quand même qui est une approche plutôt capitalistique, si on peut dire, parce que ceux qui ont des actions dans un fonds d'investissement, ils ne font pas ça gratuitement. Est-ce que vous pensez que dans le cadre d'une assemblée avec une majorité relative,
aménagements substantiels qui pourraient être amenés à ce texte. Il y a quelques semaines, alors ça n'était qu'une première lecture, une proposition de loi évoquant des prix planchers avait été votée. Vous-même, on en parlera tout à l'heure, mais dans le cadre de votre niche, vous allez présenter une proposition de résolution sur le CETA. Vous évoquez les accords internationaux voilà, qui apparaissent en creux dans certaines parties du texte. Est-ce que vous considérez qu'il y a des batailles à gagner? Est-ce que c'est pour ça, notamment, que si nos informations sont bonnes, votre groupe ne votera pas la motion de rejet préalable qui va être présentée par le groupe écologiste? Je ne sais pas ce qu'on votera au final. Tout dépendra aussi de la présentation de cette motion de rejet. Mais là, vous touchez à une chose, je l'ai souvent dit, ceux les plus anciens ici, c'est un sujet que j'ai souvent porté. Vous touchez à une chose, c'est à l'ADN de notre groupe parlementaire. C'est-à-dire, nous, on considère que sur un projet de loi, on est là pour travailler le projet de loi, on est là pour présenter, soutenir des amendements. On est y compris là, d'ailleurs, pour avoir des échanges avec le gouvernement par rapport à des amendements qu'on a pu déposer pour le faire évoluer. Ça, c'est quelque chose qui peut nous différencier d'autres groupes parlementaires. Si bien que dans le texte de loi qui arrive, je ne vais pas dire aujourd'hui, nous voterons contre ce projet de loi. Ce que je dis, nous avons ouvert un chantier, nous avons des amendements, nous voulons le faire évoluer, et c'est au final qu'on décidera le vote qu'on émettra. Je ne dis pas qu'on puisse envisager forcément qu'on puisse envisager un vote favorable parce qu'il y a telle carence dans ce projet de loi, il y a un tel manque de prendre en compte les sujets qui sont les grands enjeux qu'on peut avoir. Pour autant, le vote final, nous le déciderons en fonction du résultat de la discussion que l'on aura donc dans l'hémicycle à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la semaine prochaine. Sur la motion de rejet, vous savez, on sait ce que c'est qu'une motion de rejet. Une motion de rejet, souvent, elle est faite pour pouvoir développer, avoir du temps de parole en plus. Moi, ce que j'ai dit, c'est quoi qu'il en soit, nous, on est plutôt favorable à ce que le débat arrive. Il y a eu une colère paysanne. Il y a une colère paysanne dans le pays. Moi, j'ai rencontré beaucoup de monde, je vous le dis. J'ai pas une voix qui s'est élevée en me disant il ne faut pas discuter. Au contraire, les voix qui peuvent s'élever disent il faut se bagarrer sur le texte, essayer de le faire évoluer. Mais je ne sais, on n'a pas encore défini notre vote sur la motion de rejet. Ça dépendra du contenu aussi de ce qui est porté par les écolos. On peut avoir des divergences très fortes sur certains points. Et à partir de là, comme on a pu le faire sur d'autres textes, eh bien, on prendra notre décision. Vous ne vous retrouvez pas forcément dans la clé de lecture qui est en partie au moins celle du groupe écologiste, qui est que ce projet de loi acterait la victoire d'une forme d'agriculture productiviste contre l'environnement. Oui, c'est vrai j'ai été interpellé, voire bousculé par des députés, y compris socialistes ou de la France insoumise ou écolos, qui considèrent que dans ce projet de loi, c'est la porte ouverte à une ouverture, à une agriculture productiviste, capitalistique et tout ça. Bon, il faudra en faire la démonstration. Moi, je dis il y a des carences. Les grands enjeux ne sont pas pris à bras-le-corps. Je ne vais pas le diaboliser, ce projet de loi, a priori, mais ce qu'on veut, c'est le faire évoluer, essayer de lui donner du contenu. Mais on aura beaucoup de mal à boucher tous les trous qu'il peut y avoir dans la raquette. François. François Gervais, Horizon Politique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu une erreur du gouvernement de faire voter cette loi sur l'agriculture en deux temps, puisque celle de septembre va porter sur l'essentiel, sur les revenus, Egalim, etc. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une seule proposition de loi? C'est exactement ce que je viens de dire. J'ai écouté les propos du ministre de l'Agriculture. J'étais par exemple à la foire de Beaucroissant, dans l'Isère, où il a intervenu. Et ça a validé d'ailleurs ce que je pensais, c'est-à-dire la stratégie gouvernementale, c'est aujourd'hui de porter au débat un projet de loi qui est assez creux en quelque sorte, qui n'aborde pas frontalement les grands sujets, et de faire venir par la petite porte, sous la forme de propositions de loi, les réponses qu'il pourrait y avoir par rapport à la rémunération des agriculteurs, par rapport sans doute à d'autres questions qui peuvent venir. Moi je pense, depuis le début, on a dit
que ce n'était pas la bonne méthode. Et ça vient aussi du fait que ce qui manque, c'est la définition et l'affirmation d'un modèle agricole. C'est-à-dire le fait de définir la souveraineté alimentaire comme c'est la volonté du projet de loi, ce n'est pas la définition du modèle agricole. Est-ce qu'on veut une agriculture qui soit une agriculture qu'on peut qualifier de paysanne, ou une agriculture que je préfère qualifier autour d'exploitation familiale? Ou est-ce qu'on veut véritablement considérer que nos territoires demain ne peuvent plus avoir cette agriculture de proximité, cette agriculture qui permet d'entretenir nos territoires et qu'on s'orienterait vers des grandes exploitations et tout ça? C'est ça. Et dans la mesure où on n'a pas cette définition de modèle agricole, on ne va pas tirer derrière la corde la ficelle de ce que ça peut engendrer. Et c'est ça, en fait. Le gros problème, il est là. Et le gouvernement ne le fait pas. Il ne veut pas, parce qu'il y a des pressions diverses, il ne veut pas définir le modèle agricole qu'on voudrait avoir dans ce pays. C'est la même chose d'ailleurs pour la mise en œuvre en France de la politique agricole commune avec les plans stratégiques nationaux. Le gouvernement, il veut essayer de ménager tout le monde. Et donc, il ménage les grands céréaliers, il sacrifie une part de l'élevage bovin. À force de vouloir ménager tout le monde, on n'a pas une véritable politique agricole offensive qui permette de répondre aux enjeux environnementaux, aux enjeux de production, d'alimentation notamment. Oui, Chantal. Oui, ce modèle de politique agricole est-il facile à définir? Parce que je veux dire, on oppose souvent, outre le capitalisme ou les fonds d'investissement, on oppose souvent les agriculteurs et les écologistes. Comment vous pensez pouvoir les concilier? Oui, moi, personnellement, ce que je pense, c'est que on ne pourra pas maintenir dans notre pays une production agricole en faisant l'impasse sur les grands enjeux environnementaux, notamment avec le réchauffement climatique. Ça, penser le contraire, considérer que l'agriculture est uniquement là pour produire. D'abord, pour produire quoi? Quel type de production? Il y a d'abord ça. Mais sans prendre en compte les enjeux de l'eau, les enjeux de la terre, les enjeux de l'air, les enjeux de la biodiversité, je pense que ça, c'est une erreur. Ça peut calmer certaines humeurs qu'il peut y avoir, mais je pense que c'est une erreur. Ce que je crois, c'est qu'en définissant le modèle agricole, il faut aussi des incitations. Il faut de l'accompagnement. C'est par exemple des incitations par le biais de la politique agricole commune, puisqu'on décline par le plan stratégique national des subventions, des aides qui sont apportées. Or, ces incitations aujourd'hui ne sont pas suffisantes pour qu'il y ait notamment une mutation vers l'agroécologie, vers une agriculture qui respecte davantage l'environnement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les choix n'ont pas été faits au niveau français par rapport à ça. De la même façon, si on considère que le modèle agricole doit s'appuyer sur des exploitations de taille moyenne ou de petite taille, il faut qu'on accompagne les actifs dans les exploitations. C'est-à-dire que le choix, ce ne soit pas un choix de subvention qui soit donné à la surface, sans plafonnement d'ailleurs, mais qu'on accompagne davantage le nombre d'actifs sur une exploitation, que ce soit dans le cadre de, même si c'est familial, même s'il y a des salariés agricoles et tout ça, c'est un choix que la France n'a pas fait et que d'autres pays de l'Union européenne ont fait. Or, la France n'a pas fait le choix du plafonnement des subventions et la France n'a pas fait le choix d'accompagner les actifs agricoles. Et ça, je crois que c'est une erreur et donc ça peut alimenter le fait de l'analyse qui considère à dire, eh bien, on s'oriente vers des grandes exploitations à caractère, j'allais dire, presque industriel, plutôt que de prendre la priorité sur le maintien des exploitations qu'on peut avoir sur nos territoires. J'en viens à votre journée d'initiative parlementaire parce que c'est pas sans lien, notamment le texte concernant le CETA qu'on a évoqué une ou deux fois. Donc vos propositions de loi et de résolution passent en commission la semaine prochaine, dans l'hémicycle la semaine suivante, le 30 mai. Sur le CETA en particulier, donc, il y a eu un vote contre le projet de ratification au Sénat il y a quelques semaines, que le gouvernement, à ce stade en tout cas, n'a pas inscrit à l'ordre du jour à l'Assemblée. Vous présentez une proposition de résolution pour obtenir un vote sur le sujet. Vous espérez une victoire symbolique, de la même façon que le texte a été rejeté au Sénat. Vous pensez qu'ici, il peut y avoir une coalition des oppositions contre ce texte ?
Contre le CETA, je veux dire. Pas seulement. Je vais faire sourire ceux qui ont suivi pendant quelque temps quand je faisais les points presse. J'avais toujours des espèces d'expressions que je répétais. Et j'utilise souvent l'expression, je cite souvent cette petite ouverture qu'il y a dans les fermes auvergnates et qu'on appelle les fenestros. C'est en dessous de la toiture. La porte a été fermée sur le fait que le texte n'a pas été remis sur le bureau de l'Assemblée. Et donc le projet de loi qui a été rejeté d'ailleurs par le Sénat n'est pas soumis à la discussion de l'Assemblée nationale pour le moment. Je me suis dit, la porte est fermée, il y a un petit fenestrou, et donc il faut qu'on l'utilise. D'où le fait d'avoir fait le choix d'une proposition de résolution qui puisse demander au gouvernement de soumettre le texte à la discussion à l'Assemblée nationale. Mais je dirais même à la limite, ça me met à voter par l'unanimité. J'exclus pas. Dans la mesure, donc bien sûr, pour nous, c'est le levier pour aborder le sujet. Dans les interventions, on va pouvoir aborder le sujet, sortir un peu la grosse Bertha, si on peut dire, dans nos interventions pour dénoncer le manque de démocratie du gouvernement d'une part et pour dénoncer le contenu de ce type de traité de libre-échange, c'est une chose, mais c'est aussi mettre le gouvernement au pied du mur. Parce que le ministre a dit, nous déposerons le texte à l'Assemblée nationale dans un temps qui permet de faire de la pédagogie, d'expliquer à ces députés qui manquent sans doute de connaissances, de culture, les intérêts d'un traité de libre-échange. En gros, ça a été dit de cette façon, et en ajoutant, il ne faut pas que ça se passe dans le contexte des élections européennes. Alors peut-être que la majorité d'ailleurs va voter cette proposition de résolution si elle est logique envers elle-même. Alors une fois de plus, le porteur de cette proposition de résolution que je suis, ça sera comme pour le retraite agricole, aura un vote unanime de l'Assemblée nationale. Il faudra le marquer quand même dans les annales parce que ce n'est pas tous les 4 matins que ça se passe. Vous êtes optimiste? Logique. Non, mais quand je dis ça, je pense que ce n'est pas du tout de la provocation. Si le gouvernement est logique avec lui-même, il n'y a pas de raison qu'il ne vote pas notre proposition de résolution. Vous n'entendez pas les arguments du gouvernement sur ce sujet qui dit que tous les traités d'accords commerciaux de libre-échange ne sont pas forcément bons, mais que celui-là n'est pas mauvais pour la France? Non? Le gouvernement, alors faudra qu'il vienne nous expliquer. Ce que le gouvernement dit en gros, c'est qu'il n'est pas mauvais pour la France en termes d'exportation, notamment de fromage, de vin, de produits labellisés au niveau agricole. Je parle uniquement du volet agricole. Hein. Je parle uniquement du volet agricole. Et que, en ce qui concerne l'importation de viande bovine du Canada, ça ne menace pas notre production. Mais il est sur du statique. Parce que les éleveurs canadiens, ils vont s'adapter aux normes qui peuvent être fixées dans le traité. Ils vont faire évoluer leur mode de production. Ils vont évoluer, y compris, sans aucun doute, sur l'usage de produits, par exemple, phytosanitaires qui peuvent être utilisés. Et donc, si aujourd'hui, il n'y a pas eu forcément un déséquilibre en termes d'importation, c'est-à-dire que les volumes qui sont prévus dans le traité ne sont pas atteints par les Canadiens pour exporter chez nous, je pense qu'ils pourront l'atteindre très rapidement. Et je voudrais citer un chiffre. Actuellement, l'autoconsommation de viande bovine en France est de 91%. C'est-à-dire notre production de viande bovine couvre 91% de notre consommation. 91% de notre consommation, alors que depuis 5 ans, on a perdu 1 million de têtes. Il y a quelques années, on couvrait les 100%. Mais petit à petit, il y a ce qu'on appelle la décapitalisation qui fait que des éleveurs réduisent la taille de leur cheptel. Et on importe. On mange moins de viande. Et on importe. Attendez, chers camarades. Chers camarades journalistes, on importe 26%. 26%. C'est-à-dire qu'en définitive, on importe 26% de notre consommation de viande bovine. C'est-à-dire que ça signifie quoi ? Ça signifie que nous, il va falloir qu'on envoie d'ailleurs pour l'engraissement, par exemple, des broutards en Italie, donc on va exporter de la viande bovine,
et on en importe toujours davantage, avec pour le moment des normes sanitaires, sociales, environnementales, disons des normes sanitaires environnementales qui ne sont pas les mêmes que chez nous. Qui ne sont pas les mêmes que chez nous. Donc il y a quelque chose qui ne va pas à l'heure où on parle du réchauffement climatique. Qu'est-ce que c'est que ce machin qui consiste à exporter de la viande bovine qu'on a chez nous, d'en importer qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique? Je trouve que c'est complètement contraire avec les grands enjeux environnementaux qu'on peut avoir. Et à partir de là, on est sur la pente descendante en termes de production de viande bovine. Il y a le problème de la consommation. Mais si on réduit la consommation, et c'est le cas, de la consommation de viande bovine, moi je préfère qu'on mange de la viande produite en France, par nos élevages de races à viande notamment, qui sont prestigieux, qui répondent à des... Il y a une image, il y a une identité, plutôt que l'on importe. L'Aubrac, la Salaire, la Limousine, et j'en passe. Il y a plusieurs autres textes dans le cadre, qui ont été inscrits à l'ordre du jour dans le cadre de votre journée d'initiative parlementaire. Il y en a eu 8 au total, plusieurs qui ont trait sur des sujets différents aux Outre-mer. La prise en charge intégrale des soins liés au cancer du sein, les familles, la lutte contre la précarité des familles monoparentales. Alors sans faire le jeu des pronostics, toujours compliqué dans cette Assemblée et encore plus dans le cadre de ce qu'on appelle les niches parlementaires, quels sont les textes que vous espérez éventuellement réussir à faire adopter? Et il y en a un dont on a, dans l'objet, mérite peut-être explication, c'est une proposition qui consisterait à constitutionnaliser la sécurité sociale. C'est-à-dire? Bon, d'abord, je voudrais vous dire, mais ça vous en doutez, que quand on met la dernière main à la niche parlementaire, pour le président de groupe, c'est la montée du Golgotha. Parce que c'est pas évident. Il faut qu'on ait un équilibre entre des textes qui sont des textes portés par l'outre-mer, par les députés outre-mer, avec les textes qui sont portés par les députés communistes, mais même en dehors de ça, je pense que c'est dans tout groupe parlementaire que c'est difficile. Une journée par an. Donc, on essaie de faire un dosage en tenant compte des temps qu'on va consacrer, ce qui explique qu'on a plusieurs propositions de résolution, parce qu'on sait qu'une proposition de résolution, ça dépend s'il y a l'explication de vote après, mais c'est grosso modo 1h30, quoi, à peu près. Donc on a fait le choix d'avoir plusieurs propositions de résolution pour pouvoir caser autre chose. Et le texte le plus important, enfin, que je considère le plus important, effectivement, c'est le texte pour constitutionnaliser la sécurité sociale. C'est-à-dire considérer que ce grand acquis qu'est la sécurité sociale soit dans la Constitution. On ne désespère pas d'ailleurs d'y arriver. Soit dans la Constitution pour garantir le respect de cette grande orientation qui est issue du Conseil national de la résistance. Et pour éviter aussi, dans la mesure où ça serait constitutionnalisé, qu'il y ait petit à petit un grignotage de ces grands principes de protection, de ce grand principe de protection qui est la sécurité sociale à la française et qui est sans doute un exemple au niveau de la planète. Donc on accorde beaucoup d'importance à ce projet de loi constitutionnelle. Ensuite, il y a d'autres textes qu'on a mis après parce qu'on savait qu'ils n'arriveraient pas, notamment sur la famille monoparentale et sur le cancer du sein, mais on les a mis pour qu'il y ait une discussion en commission, pour qu'il y ait un rapport qui soit fait dessus, et pour ouvrir le débat, en sachant délibérément que certains textes ne pourront pas passer avant minuit. On a quand même voulu les inscrire parce qu'on considérait que c'était important d'ouvrir les débats par rapport au contenu de ces propositions de loi. On surveillera tout ça en commission la semaine prochaine et dans l'hémicycle la semaine suivante. Jacques Hébert, indépendant. Les échanges entre vous, la France Insoumise et les écologistes sont de plus en plus violents, maintenant quasiment quotidiens. Alors je suis allé sur le site officiel de l'Assemblée nationale, André Chassaigne, gauche démocrate et républicaine, et en très gros, NUPES. Qu'est-ce que vous faites encore à la NUPES? Vous savez, le mot NUPES qui reste accroché au nom de notre groupe, j'en fais pas une affaire, mais quand on me dit pourquoi vous maintenez le mot NUPES,
D'une part parce que je ne veux pas me lancer dans des considérations au sein du groupe où certains, pour telle ou telle considération, considèrent qu'il faut marquer NUPES, puisqu'il y avait eu un accord électoral en fait, et qu'il ne faut pas trahir cet accord-là. Je dirais, pour utiliser une image que j'aime bien, c'est que le mot NUPES qui aujourd'hui, qui reste accroché à GDR, groupe de la gauche démocrate et républicaine, c'est un peu comme un couteau sans manche qui aurait perdu sa lame. C'est-à-dire, il reste là, ce mot NUPES, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, il ait une grande dimension politique. Moi, en tout cas, ça évite de développer de façon inutile une conflictualité au sein de mon groupe. Il fonctionne bien, on a un très bon équilibre. Et donc, moi, je ne suis pas partisan de créer des débats inutiles par rapport à ça, même si j'ai mon idée sur la question. Quand il n'y a pas d'échange violent entre nous, hein, je n'ai pas le sentiment qu'il y a d'échange violent. Il n'y a pas forcément des applaudissements, d'ailleurs, hein, une mutualisation des applaudissements. Non, moi, le groupe que je préside mène son parcours. Le bateau avance, les voiles sont déployées, mais on ne se comporte pas comme des pirates par rapport aux autres, on n'essaie pas de les dévaliser, donc on maintient notre indépendance, notre autonomie, et on essaie de résister d'ailleurs à toute tentative de déséquilibrer le groupe. Est-ce que vous espérez, parce que c'est souvent autour des élections que ça se joue, les rapports de force, y compris au sein d'une même grande famille politique, en l'occurrence la gauche, est-ce que vous considérez, vous espérez que le résultat des élections européennes rebatte un petit peu les cartes dans le rapport de force et dans les discussions à gauche qui sont un petit peu, qui étaient un petit peu peut-être figées depuis la présidentielle et législative avec la France insoumise qui considérait assumer un leadership dans la foulée de ces élections-là. Est-ce que les élections européennes vont permettre de rebattre les cartes ? Bon, comme je ne peux pas vous répondre en off, que c'est enregistré tout ça et que vous inscrivez tous les propos que je peux tenir, je vais un peu utiliser la langue de bois, hein, en disant que petit 1, les élections européennes, bon c'est vrai que c'est même pas la langue de bois d'ailleurs, le constat est fait que le résultat des élections européennes n'a pas forcément des répercussions sur les élections présidentielles qui suivent, on l'a vu avec les écolos, par exemple, la dernière fois. Bon, après, c'est peut-être pas une règle qui est une règle intangible, donc j'aurais tendance à répondre ça, mais il est indéniable quand même qu'il y aura une réflexion à conduire en perspective des prochaines élections présidentielles et législatives. Si on pense qu'un jour, il peut y avoir un gouvernement de gauche, progressiste, qui ne soit pas une simple alternance sur la même politique, il va bien falloir peut-être réfléchir comment on pourra aller aux élections présidentielles de façon plus groupée. Je ne crois pas du tout à un candidat unique de la gauche, par contre. C'est vrai qu'il y a quand même, il peut y avoir un fossé entre certains. Mais peut-être qu'il y aura une réflexion par rapport à ça, parce qu'il y a une attente. Indéniablement, il y a une attente dans la population. J'allais dire dans le peuple de gauche, pas seulement le peuple de gauche, où on nous dit souvent, mais vous êtes les pires de tous, vous êtes divisés, vous n'essayez pas d'avancer ensemble, il y a le risque énorme de l'extrême droite, il y a Macron qui fait ce qu'il veut. Donc c'est vrai qu'il y aura indéniablement une réflexion, mais je ne pense pas qu'elle sera liée au résultat des élections européennes, mais même si les élections européennes peuvent permettre à certains de se reconstruire un peu, hein, parce que, vous savez, par exemple, pour citer la social-démocratie, elle a pu connaître des échecs électoraux, mais pour autant, elle n'a pas disparu de l'esprit de beaucoup. Hein, ça reste quand même un espace qui est présent chez nous, dans la population, je veux dire. Mais voilà. Bon, prudent dans les mots, mais pas si langue de boxe, ça, finalement. Jean-Michel. Oui, bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. La liste, il y a un gros problème d'investissement pour la décarbonation de l'économie. Là, je pense que vous serez d'accord là-dessus. Ouais. Alors, vos concurrents, la liste est, on propose deux éléments, un endettement commun au niveau donc, des 27, 1000 milliards, disent-ils. Il y a un deuxième élément technique qui est très très important également, c'est ce qu'ils appellent l'union des marchés de capitaux. En clair, c'est
l'épargne circule entre tous les pays pour faciliter précisément l'investissement, tous les investissements dont avoir besoin. Ces deux éléments sont purement du libéralisme, vous allez dire. En tout cas, c'est de l'intégration au niveau européen. Est-ce que vous avez d'autres solutions que celle-ci? Alors nous, je ne pense pas que le fait d'avoir une réponse européenne soit forcément une adhésion au néolibéralisme et tout ça. On porte par exemple depuis très longtemps le fait que la Banque centrale européenne pouvait être utilisée différemment et qu'il puisse y avoir dans les mobilisations des capitaux de la Banque centrale européenne des priorités en termes d'investissement, par exemple sur l'énergie. Pour nous, c'est un discours que l'on porte depuis toujours, c'est-à-dire réorienter cette Banque centrale européenne pour qu'elle puisse accompagner un développement, notamment dans le domaine énergétique, pour décarboner et tout ça. Et ça c'est quelque chose que l'on porte. La deuxièmement, le fait d'orienter l'épargne, ça ne me transforme pas en infâme capitaliste, en disant qu'il faut réorienter l'épargne. Qu'on réoriente l'épargne vers des investissements verts, par exemple, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. C'est des politiques publiques, des dispositifs qu'il faut mettre en œuvre. On a un objectif, j'allais dire, à remplir, je ne sais pas quel mot utiliser, historique, mais la responsabilité qu'on a par rapport au réchauffement climatique, il faut faire tous les moyens, il faut mettre en œuvre tous les moyens, y compris au niveau financier, pour qu'on puisse répondre à cette ambition que l'on a, de limiter le réchauffement climatique et de faire en sorte, sans employer de grands mots, qu'on travaille aussi pour les générations futures. Je reviens à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il y a une proposition de loi qui a été débattue hier, vous y avez fait référence tout à l'heure, en commission des affaires culturelles, qui vient du Sénat, qui propose, alors ça sert de véhicule législatif, disons à ce stade, qui proposait la création d'une holding de l'audiovisuel public dans sa version initiale. Au sortir de l'examen en commission, le gouvernement est parvenu à faire adopter un amendement qui, au-delà de la holding, prévoirait une fusion des entreprises de l'audiovisuel public. Alors, à ce stade, parce qu'un autre amendement a été voté sans France Média Monde, mais qui regrouperait néanmoins France Télévisions, Radio France et l'INA, la ministre Rachida Dati a expliqué hier qu'il s'agissait de regrouper l'audiovisuel public pour le renforcer. Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas. On a vécu hier matin un moment assez fort à la conférence des présidents, ça a dû vous être rapporté, où le président de la commission des affaires étrangères, Jean-Louis Bourlange, de façon très solennelle, s'est exprimé avec une force qu'il a toujours, mais il ne s'exprime pas forcément en conférence des présidents très souvent. Et il a souligné deux choses. D'abord sur la forme, il a dénoncé cette stratégie gouvernementale qui consiste à présenter des amendements sur des projets de loi, c'est ce que je disais d'ailleurs au début, des amendements sur des projets de loi qui donc n'ont pas été soumis au Conseil d'État pour avis et n'ont pas eu d'étude d'impact, et qui considéraient comme inacceptable ce type de comportement du gouvernement. Et il a d'ailleurs été là-dessus, je le dis, appuyé courageusement par la présidente de l'Assemblée nationale, qui a rappelé que quand elle était présidente de la commission des lois, dans un rapport qu'elle avait fait, elle avait dénoncé ce type de comportement gouvernemental. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, il a, façon là aussi avec beaucoup d'intensité, j'allais presque dire, moi j'écoutais un peu ça avec une forme d'émotion d'ailleurs, il a dit que les conséquences de regrouper l'audiovisuel extérieur, je parle de RFI, de France 24 et tout ça, ça aurait des conséquences graves en termes de présence de la France à l'international, et que la voix française à l'international était portée notamment par l'audiovisuel public, et qu'en regroupant
c'est l'audiovisuel qui intervient à l'extérieur, avec dans une espèce d'ensemble, ça aurait des conséquences très négatives pour faire connaître la voix de la France à l'étranger. Mais concernant le reste de l'audiovisuel public, vous n'entendez j'y crois pas, l'argument, mais on sait ce que c'est. L'objectif, c'est de renforcer Non, mais, dans un univers de plus en plus concurrentiel. Oui, mais c'est la vieille technique. C'est l'habillage qui... Jean Vilar disait, d'ailleurs, au Festival d'Avignon, il avait une très belle formule, il disait « Au théâtre, l'habillage ne fait pas le moine ». Et donc l'habillage que Rachida Dati peut faire en disant que ça favoriserait, ça permettra de coordonner, comment dire, de créer une synergie, il y a toujours des grands mots qui sont employés, ça c'est du pipeau, je n'y crois pas. Derrière tout ça, c'est deux choses. C'est faire des économies financières, c'est faire des économies, mais c'est aussi faire en sorte, et ça devient un mal grandissant dans l'exécutif d'aujourd'hui, de mettre la main sur les orientations d'audiovisuel. Donc c'est d'une part avec un objectif d'économie, de rationaliser, et c'est d'autre part avec une volonté d'avoir une mainmise toujours plus forte de nos dirigeants sur nos médias, qui sont pourtant un exemple. Et j'ajouterais que derrière tout ça, l'erreur est d'autant plus forte quand on sait les risques qu'il peut y avoir demain d'avoir à la tête du pays des forces d'extrême droite, ce risque existe, qui utiliseront à leur façon tout ce qui aurait été mis en place. On ne mesure pas les conséquences que ça pourrait avoir. Pour nous, c'est gravissime, c'est extrêmement dangereux, et c'est pour ça qu'on le dénonce et qu'on le dénoncera jusqu'au bout. On comprend la deuxième raison, mais la première raison, vous dites, c'est l'objectif est de rationaliser et de faire des économies comme si c'était un reproche. J'en conclus. Est-ce qu'il faut en conclure que vous êtes contre les économies et contre la rationalisation? Oui, je suis contre certaines économies si ça limite la qualité de ce que l'on peut produire, si ça limite, notamment je me méfie beaucoup des économies qui peuvent être faites sur l'audiovisuel. On a en France un audiovisuel public qui, malgré toutes ses imperfections, est quand même salué par son travail, par l'image qu'il peut donner, et je me méfie, et je pense qu'effectivement on habille toujours les coûts qu'on veut porter à un organisme par une rationalisation, on l'a vu avec les services publics, ou par des économies. Donc je maintiens et je signe. Jacques, à nouveau. J'aimerais vous parler sondage. C'est moi, là, Jacques Hébert, là. Voilà. C'est l'indépendant, vous, je crois. Hein. Oui, je suis journaliste indépendant. Oui, merci. Sondage. Alors, je vais parler des petits et du très grand. Vous faites partie des tout petits. Normalement, vous n'aurez pas d'élus. Ça coûte cher. Hein, est-ce que ça valait le coup d'aller combattre seul? Et puis du très grand, Bardella, qui arrive à 31-32%. Mais d'abord, ça coûte cher. Je pense que je précise d'abord que ce n'est pas seulement notre parti. On a d'autres organisations qui sont avec nous sur cette liste. Hein, Gauche démocrate et socialiste, des radicaux de gauche. Et il y a même le mouvement d'Arnaud de Montebourg, qui est dans l'engagement. Donc on a une liste qui est une liste, même si elle est tirée, si on peut dire, par un communiste, c'est une liste qui est assez plurielle, qui a ouvert ses portes, et pas seulement un fenestrou, avec une présence importante d'autres organisations de gauche. C'est pour porter nos propositions. Moi, je suis en 5e position sur la liste, donc en position éligible, si on fait les 5%. Qu'est-ce que j'ai fait durant plusieurs semaines? Eh bien, je fais le tour, je mène ma campagne, je discute de la politique agricole commune, je considère que la politique agricole commune, je fais le constat que c'est 1/3 du budget de l'Union européenne. Je pense que je porte une voix qui est une voix un peu particulière, qui n'est pas la même que celle qui est portée forcément par les socialistes, même si on se retrouve, notamment avec Dominique Potier, sur beaucoup de choses, c'est pas du tout la même que celle portée, par exemple, par la France Insoumise, et c'est pas la même que celle qui est portée par les écolos. Donc c'est aussi un moyen pour nous de nous exprimer, de porter une autre vision de l'Union européenne,
de considérer qu'au sein de l'Union européenne, c'est vrai qu'il faut qu'on bouscule des orientations sur l'agriculture, puisque c'est fondé sur la compétitivité, sur la concurrence et tout ça, mais c'est aussi un moyen d'avoir des objectifs partagés. Et je ne dis pas, moi, il faut moins de politique européenne, il faut mieux de politique européenne. Je cite beaucoup d'exemples dans les échanges que je peux avoir. Et cette voie qu'on porte, eh ben, je pense qu'il fallait la porter. Et puis après, le résultat, on verra. C'est vrai que c'est très compliqué de passer les 5%, dans la mesure où il y a les grandes listes, avec une concurrence entre les grandes listes. Mais c'est dommage parce qu'en définitive, c'est pas comme un autre type d'élection où il y aura un vote utile. Je dirais que le vote utile, c'est faire en sorte que certains puissent passer les 5%. Mais ça ne porte pas un coup à d'autres listes qui sont garanties d'avoir justement les 5% et avoir des élus. Je pense qu'il faut plus de diversité de représentants de notre pays au Parlement européen. Et si on passe les 5%, on amènera cette diversité. Comment? Oui, je sais, ça me désespère. Ça me désespère. Mais ce n'est pas le fait qu'on ait plusieurs candidatures en face qui favorise ce mouvement-là. Il faut chercher ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de vague qui se développe aujourd'hui. Et on a du mal, on voit bien quand on discute avec les gens, ça tire énormément vers le bas. Et nous, on essaie dans nos rencontres, dans nos échanges, de s'adresser aux consciences et de mesurer les conséquences que ça peut avoir. Travailler les consciences, faire de l'éducation populaire, faire des rappels à l'histoire. Je crois que c'est ça aussi le rôle politique que l'on doit avoir. C'est aussi notre dignité de faire ça. Et donc ça exige de mouiller la chemise. On a encore quelques minutes pour évoquer un texte dont on a déjà beaucoup parlé et dont on va beaucoup parler dans les jours et les semaines qui viennent, qui commence son parcours législatif. C'est le projet de loi évidemment sur la fin de vie, sur lequel travaille cette semaine la commission spéciale avant les débats dans l'hémicycle à partir du 27 mai. Question, j'allais dire simple, mais non, rien n'est simple sur ce sujet qui touche à l'intime et aux convictions. Que pensez-vous, dans son point de départ, en tout cas dans sa présentation initiale, de l'équilibre général du projet de loi? Est-ce qu'il vous semble plutôt satisfaisant? Et est-ce que les conditions d'un débat serein sur ce texte qui peut toucher tout un chacun vous semblent réunies? Bon, je ne vais pas tout de suite répondre à la question, mais je voudrais préciser une chose. C'est que je m'exprime comme président de groupe, d'abord. Je m'exprime comme président de groupe. Je suis extrêmement fier que dans le groupe que je préside, il y ait des voix qui soient des voix différentes. On est peut-être le seul groupe d'ailleurs à travailler de cette façon. On a organisé un colloque, on a fait des rencontres entre nous, et on le fait dans le respect mutuel. C'est-à-dire que et c'est pour ça répond aussi un peu à l'excellence. Je pense que ce type de discussion, on peut l'avoir sans anathème. Parce que ça répond à des convictions qu'on peut avoir personnelles. J'y reviendrai peut-être après. Mais on peut discuter tranquillement, sans se jeter la pierre et sans considérer que d'un côté, il y aurait ceux qui détiennent les sachants, les progressistes, ceux qui ont tout compris, et puis d'autres, dont je pourrais être d'ailleurs, qui peuvent exprimer des doutes. Ça, je me méfie beaucoup de ça. C'est-à-dire, respectons les convictions des uns et des autres, ne considérant pas qu'il y a d'un côté les intelligents, les progressistes et tout ça, et que de l'autre côté, il y a les rétrogrades, il y a les conservateurs, qui seraient des catholiques intégristes et tout ça. Donc l'enjeu, il est là. Et je pense que pour le moment, ça se passe bien, et l'exemple en est donné dans notre groupe. On a des voix différentes, chacun. On essaie par contre de discuter. Et il y a un point sur lequel on se retrouve, et je réponds par là d'ailleurs à la question, sur un déséquilibre qu'il y a dans ce projet de loi, c'est qu'on utilise le grand enjeu qui est pour nous prioritaire, pour tous, quelle que soit la posture qu'on a par rapport aux propositions de loi, c'est celui des soins palliatifs. Et le sentiment qu'on a, c'est qu'on utilise les soins palliatifs sans engagement, on renvoie ça au projet de loi de finances sans aucun doute, non pas pour répondre à l'exigence d'avoir dans notre pays des services de soins palliatifs qui couvrent la totalité du territoire et qui ferait qu'aujourd'hui il n'y ait pas seulement 48% de ceux qui ont besoin qui pourraient avoir des soins palliatifs qui peuvent y accéder, mais que ça soit quelque chose qui soit offert à tout le monde. Et ça,
c'est utilisé uniquement comme une forme de levier par le gouvernement pour faire passer la question, qui est la question de la fin de vie, avec ce basculement éthique. Alors je me méfie quand on emploie comme ça des mots valises comme éthique, mais ce basculement qui consiste à dire une société peut donner la mort. D'autres pensent que ce n'est pas la responsabilité de la société de donner la mort. Mais ce débat, on peut l'avoir de façon, je pense qu'on peut l'avoir de façon sereine, en mettant du sens derrière ce que l'on peut défendre. Mais c'est vrai qu'on le porte tous aussi en fonction du vécu qu'on a eu. Tous, en fonction du vécu. Chacun dans nos familles, je suis sûr, chacun dans nos familles, on a vécu des situations douloureuses. Moi, j'ai eu un père qui est mort d'un cancer du pancréas et qui a fini ses jours, c'était en 91, en soins palliatifs. J'avais vécu, c'était à l'époque, il y avait 8 lits de soins palliatifs au CHU de Clermont-Ferrand. J'avais trouvé ça exceptionnel en termes d'accompagnement. C'est pour ça que j'ai toujours défendu les soins palliatifs. Je resterai un peu dans le vague, mais j'ai connu plus récemment une personne très proche qui n'a pas souhaité aller en soins palliatifs et qui s'est suicidé. Très proche. C'est pour dire que ce sujet-là, mais c'est deux expériences qui sont deux expériences, j'allais dire, presque divergentes, quoi. Mais c'est pour dire que tous, je crois, tous les députés, quand on va aborder ce sujet, on l'aborde en fonction de ce qu'on a vécu. Il faut qu'on conjugue ce qu'on a vécu avec les souffrances que ça peut engendrer. Il faut qu'on le conjugue avec le rapport qu'on a avec l'individu, avec une éthique, en fait. Et c'est cette question de donner la mort ou de ne pas la donner. Est-ce que c'est l'ultime liberté ? C'était un mot, je crois, qu'utilisait Axel Kahn, qui n'était pas forcément favorable, d'ailleurs, à ces orientations-là. Ce que je veux dire, c'est que l'ultime liberté, qu'est-ce que c'est que notre liberté ? Et comment on construit le choix que l'on peut avoir en fonction de ce qu'on a vécu durant sa vie. Donc je me méfie beaucoup, là aussi, ultime liberté, oui, mais la liberté, le choix qu'on fait, c'est aussi le résultat d'un cheminement qu'on a eu, des expériences qu'on a eues, et des influences qu'on a pu avoir aussi en fonction de la place qu'on a dans la société. Stanislas Noyer, journaliste indépendant. On a le sentiment, là vous avez donné la position de groupe, mais quelle est votre position personnelle? Puisque je crois que sur ces sujets-là, il y aura des libertés de vote. Et est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que la société ne doit pas donner la mort? Moi j'ai une approche un peu... j'ai une approche personnelle qui n'est pas forcément liée au basculement éthique, qui est est-ce que la société peut donner la mort, contrairement à d'autres de mon groupe, je ne vais pas citer les noms, ils ne sont pas là, mais qui peuvent avoir ce regard-là. Moi j'ai davantage, c'est pour ça que je suis très hésitant sur le vote final que je vais émettre. Je ne pense pas que je voterai, mais je suis hésitant quand même sur le vote final que je vais émettre. Moi, même si ce n'est pas le cas dans le projet de loi, on ouvre une porte, on ouvre quelque chose, et je suis très inquiet sur les évolutions futures. C'est-à-dire sur le fait... L'autre jour, j'ai commis une erreur, d'ailleurs, en répondant à une question qui m'a été posée par une journaliste je crois que c'est de France Culture, et puis après c'est sorti sur France Inter. J'ai commis une grave erreur parce qu'un collaborateur m'a donné ces renseignements. J'ai dit que la dernière année de la vie, on dépensait 50% de ce qu'on avait pu dépenser en dépenses sociales durant toute une existence. Ce chiffre, j'ai fait confiance à celui qui m'a donné ce chiffre et qui ne tenait pas la route, et je le regrette d'ailleurs. Et donc après, j'ai fait une petite recherche par rapport à ça. La dernière année de sa vie, on dépense quand même 6 ou 7 fois plus que le reste de son existence, je veux dire. Et donc, pourquoi je dis ça ? Quand même pas réinventer le cocotier. Non, oui, mais ce que je veux dire pour là, il ne faudrait pas qu'ensuite ça puisse engendrer des dispositifs qui certes faciliteront la mort, mais qui pourraient aussi être justifiés, même si ce n'est pas le cas, attention, du projet de loi aujourd'hui.
Je suis très inquiet par rapport à ça, ce qui explique davantage, plus qu'une réflexion éthique, c'est plus une réflexion, disons, sociale que je peux avoir, ou politique, sur l'usage qui pourrait être fait ensuite de cette possibilité-là. Vous savez, moi je rencontre des personnes âgées, dans le monde paysan notamment, qui sont en EHPAD. Il y a une chose qui me fait toujours, qui me bouscule, moi, c'est qu'on trouve des personnes âgées qui culpabilisent de vieillir. C'est-à-dire qu'ils disent ça coûte cher, je coûte cher, elles disent. Elles disent je coûte cher. Parce que la maison de retraite, elle va coûter 2200 € chez nous, hein, dans des territoires tels celui où je suis élu, avec des retraites qui sont des retraites pour des femmes, par exemple agricultrices, qui restent à 600 €. Et donc il y a une espèce de culpabilisation. Alors vous allez dire, elle peut faire appel à l'aide sociale. Oui, mais avec récupération après. Et combien de fois j'ai écouté dire ça, sentir une forme de culpabilisation de personnes âgées qui disent « je suis en train, en vieillissant, de manger tout le capital, le peu de choses que j'aurais pu laisser à mes enfants. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça crée chez moi des interrogations, ça crée des interrogations. Et on aura l'occasion d'en reparler, puisque vous parliez tout à l'heure du vote final. Il va y avoir le vote en première lecture autour de la mi-juin, mais c'est un processus législatif qui a duré 1 an et demi, 2 ans peut-être, puisque le gouvernement n'a pas engagé la procédure accélérée sur ce texte. Merci beaucoup, André Chassaigne. Je vais ajouter quelque chose. Je sors du bureau de l'Assemblée nationale. J'étais un peu remonté en sortant. Parce qu'il a été décidé par la présidente de l'Assemblée, avec qui j'entretiens par ailleurs de bonnes relations, mais que le choix de la commission de sélection pour la présidence de LCP, qui avait émis très majoritairement un choix pour Brigitte Boucher, au final n'a pas été retenu. Et que c'est, comment il s'appelle, Emmanuel Kessler, qui sera désormais le président de LCP. J'avoue que ça m'a un peu contrarié parce que... Comment? Oui, je suis sorti un peu juste avant la fin parce que j'avais rendez-vous avec vous. Je lui ai dit une seule chose qui résume ce que je peux penser, mais j'en dirai pas plus long. Je lui ai dit, je ne suis pas un perdreau de l'année. Quand je dis je ne suis pas un perdreau de l'année, c'est une expression populaire qui consiste à dire on ne me la fait pas, avec des justifications qui peuvent être avancées. Voilà, je n'en dis pas plus. Merci André Chassaigne d'avoir passé 1 heure en notre compagnie aujourd'hui. Bon après-midi à tous.